Rien de tel pour se mettre en mode Tour de France, de sentir le soleil sur votre peau. Ça tombe bien, le soleil est enfin de retour. Un soleil qui brillait hier à Zottegem où Arnaud Delis a été sacré sans aucune discussion. Champion de Belgique, le taureau de l'Escheret, très ému, disputera sa première grande boucle sein du très beau maillot noir-jaune-rouge. Il s'en réjouit. Ses nombreux supporters de la province du Luxembourg et d'ailleurs s'en réjouissent, et nous aussi on s'en réjouit, car commenter un tour avec un Wallon champion national au départ, ça n'arrive pas chaque année. La dernière fois c'était en 2011 par la grâce d'un Philippe Gilbert qui avait troqué son paletot tricolore, souvenez-vous, contre la tunique jaune de leader dès l'étape 1 au Mont des Alouettes. Bienvenue dans ce numéro spécial championnat national et Tour de France du podcast Vidéocast. On connaît nos classiques autour de la table. Avec moi, en studio, mais aussi connecté à distance, des gars que vous entendrez beaucoup les prochaines semaines. D'abord, celui qui commentera toutes les étapes en télévision aux côtés de Rodrigo Benkens, celui qui a participé comme coureur au Tour de France et qui a même gagné une étape il y a 28 ans. Déjà, le temps passe vite. Bonjour Cyril Saugrin. Bonjour Sam, bonjour à tous. Cyril, rapidement, des infos, des nouvelles de votre fililou qui est tombé samedi lors du championnat de France élite en Normandie. Clavicule cassée, c'est l'apprentissage. Oui, c'est l'apprentissage. C'était, comme elle a commencé il y a très peu de temps, c'était son premier championnat. Ça a été sa première chute à vélo. Et c'est donc sa première clavicule. Et on a eu la radio ce matin, clavicule cassée en 3 morceaux. Donc, elle passe à l'opération cet après-midi. Donc, voilà, c'est une bonne première. C'est une Saugrin, donc c'est une costaude, à l'instar d'ailleurs des Bulens, et en particulier de Gérard Bulens, que j'ai vraiment envie d'appeler Gerardo aujourd'hui, à quelques jours d'une grande boucle qui s'élancera. Et c'est inédit d'Italie, la deuxième patrie de Gerardo Bulens. Bonjour, buongiorno Gerardo. Buongiorno a tutti, et je suis effectivement fier de voir que ce Tour de France s'élance avec 2 étapes difficiles qui peuvent amener beaucoup de surprises. Et voilà, on y sera et ça sera sympa. Enfin, après avoir tenté de sécher les larmes d'Arnaud Delis hier à l'interview post-podium du championnat de Belgique, il est avec nous ce lundi pour évoquer les enjeux du Tour dont il connaît mieux que quiconque l'arrière-boutique présent dans toutes les zones départ et dans toutes les zones arrivées pour réaliser les interviews Madine RTBF. Bonjour Jérôme Elguers. Bonjour tout le monde. Et je n'ai rien forcé pour les larmes d'Arnaud. C'est lui qui vraiment s'est amené tout seul sur ce terrain-là en évoquant son papa. Donc voilà, mais dès qu'il a commencé à verser les larmes, on a arrêté l'interview par respect, évidemment. Mais il y a eu beaucoup de larmes, ouais, c'est vrai. Ça a touché pas mal d'auditeurs, téléspectateurs, internautes. Et on salue évidemment Rodrigo Benkens, Axel Merckx, Frédéric Amorizon, Jean-Luc Vandenbroek, Lise Burion qui participeront à nos côtés, à vos côtés, à l'aventure du Tour de France dès samedi en télé, en radio et sur le web. Alors, faisons les choses dans l'ordre, messieurs. Une info importante pour commencer. Nous sommes lundi, le 24 juin. Il est un peu plus de 11h. Précision utile, évidemment, car nous n'avons pas encore toutes les sélections pour le Tour. Il y aura donc peut-être, et on s'en excuse, quelques imprécisions dans nos analyses, dans nos prévisions d'avant-grande boucle. Les choses dans l'ordre, et donc d'abord un retour sur les championnats de Belgique disputés hier à Zottegem, en Flandre orientale, les championnats de Belgique, car nous avons assisté là-bas à 2 courses, la course dames, la course messieurs, et comme nous sommes dans l'équipe d'une galanterie sans égale, on va débuter par la course féminine. Et ce quatrième titre en 5 ans dans la course en ligne pour Madame Lotte Kopecky. 3 minutes 27 d'avance sur la ligne, sur les 2e et 3e, Sanne Kant et Justine Guéquière. Alors je n'aime pas trop les superlatifs utilisés à tout va, mais là Gérard Bulens, on peut parler d'archi-domination. Mais c'est une autre catégorie, clairement. La manière dont elle a géré ça hier, c'est impressionnant. Elle attaque. Personne n'arrive à revenir dans sa roue et elle creuse l'écart jusqu'au bout sur un groupe qui se relaie quand même, qui se bagarre pour essayer d'aller chercher une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Je pense qu'on a un produit extraordinaire pour essayer de dynamiser le cyclisme féminin en Belgique. Un cyclisme féminin qui, par rapport aux pays limitrophes, en a grand besoin. Force
est de dire que les fédérations, nos fédérations, puisqu'il y en a 3, il y a la RLVB, il y a Cycling Vlaanderen, il y a la FCOEB, vive la Belgique, doivent tout faire pour essayer d'utiliser, et quand je dis produit, je suis très respectueux par rapport à la fille qui est au-dessus du lot, mais derrière elle, quoi qu'on en pense, il y a un grand vide. Le deuxième monument du cyclisme féminin en Belgique, Sannekant, qui s'est extériorisé plus par le cyclocross, évidemment, par ses multiples titres de championne de Belgique et de championne du monde. Alors oui, il y a des petites jeunes qui viennent, comme Fleur Mours, par exemple. 18 ans, Fleur Mours. 18 ans, effectivement, qui se retrouvent dans la juste équipe. Et 6e du chrono. Oui, qui se retrouvent dans la juste équipe où on fait de la vraie formation. On a vu ce qu'ils sont arrivés à faire avec, j'allais dire Sven Nys, quel lapsus, avec Thibaut Nys dans leur patience pour faire évoluer un jeune. Ce sont de bonnes choses, mais il n'y a pas de très très grand vivier derrière. Et je pense, très franchement, que le cyclisme féminin n'est pas encore soutenu, et je me demande si c'est très très bien vu en Belgique par rapport, par exemple, aux Pays-Bas ou à la France, où il y a quand même des différences énormes. Je ne parlerai pas de l'Italie, où la cycliste féminine qui fait de la compétition est reine. Cyril Saugrin, Gérard évoquait la France à l'instant. Vous avez assisté au championnat de France samedi. On a évoqué la chute malheureuse de votre fille. Vous avez assisté à la victoire de Juliette Labousse. Et quand on regarde le top 20 du championnat de France, on retrouve Evuka Muzic 4e, Victoire Berthaud qui était championne en titre 8e, Audrey Cordon-Rago, Julie Bégaud encore dans ce top 20. Ce sont des noms que l'on connaît, que l'on entend chaque année pendant la période des classiques ou sur les grands tours féminin. On a cette impression en Belgique, effectivement, qu'il y a Lotte Kopecky et un peu le vide derrière, alors qu'en France, il n'y a pas une Lotte Kopecky, mais il y a quand même une densité plus importante de talent. Oui, c'est vrai que quand on regarde, quand on fait un petit peu l'analyse, on a quand même une belle densité. On a assisté, pour être honnête, à un superbe championnat de France samedi. Il y a vraiment eu de la course. Alors, il y avait en plus de cela le championnat de France amateur qui était mêlé. La fille qui gagne en amateur arrive pour la place de 5 ou 6. Donc, il y a vraiment eu du match, de la confrontation. Il y a, comme vous le dites, une belle densité. Et pour être transparent, il y a aussi une belle densité dans la jeune génération qui arrive. Pour le rappeler, Fleur Mours est quand même championne d'Europe en titre chez les juniors. Donc, il y a aussi une petite pépite. Alors, il faut faire attention. Peut-être qu'il y a d'autres filles qui ne se sont pas exprimées. Je ne connais pas bien le vivier en Belgique, mais c'est vrai que malheureusement ou heureusement, quand on a la championne de Belgique qui domine et la championne du monde qui domine de la sorte, c'est aussi des fois le risque sur un championnat national qu'elle soit réellement au-dessus du lot, parce que sa confrontation sont les 10 meilleures mondiales habituellement. Donc sur une course où elle peut s'exprimer et dominer outrageusement, qu'il y ait 3 minutes d'avance, c'est pas que je suis pas surpris, mais ça peut être logique. Malgré tout, il y a quand même un bon vivier, peut-être pas autant qu'on pourrait l'espérer, mais les choses des fois s'inversent. Donc faut rester optimiste. Jérôme Elguers, et puis on passera chez les messieurs évidemment, mais une dernière question concernant la course dames et Lotte Kopecky, que vous avez eu l'occasion d'interviewer jeudi dernier à Binche lors de sa victoire, sa 6e consécutive dans le championnat de Belgique du chrono. On connaît Lotte Kopecky, qui est quelqu'un qui est très apprécié, mais qui est aussi une dame assez introvertie. Et puis il y a eu quelques malheurs aussi, et le décès de son frère notamment l'an dernier. Difficile de la dérider. À l'interview, vous avez un peu ramé, parce que malgré son 6e titre national, pour percevoir un sourire sur son visage, hier ça allait mieux. Mais jeudi dernier, c'était compliqué. Oui, elle n'est pas facile à cerner, en fait. Et ce qu'on voudrait juste souhaiter, c'est qu'elle est en démonstration dans les courses. Ce serait bien qu'elle soit un peu plus en démonstration aussi lors de ses victoires après avoir passé la ligne, parce que jeudi, après le chrono, en fait, elle tirait presque la tronche dans l'attente des interviews. Je pense qu'elle était
pas très satisfaite en fait de son chrono et de son temps, mais en attendant, elle gagne. Et franchement, j'avais pas l'impression d'interviewer quelqu'un qui venait de gagner une course. Et je trouvais même qu'il y avait peut-être un petit manque de respect par rapport à la deuxième et la troisième qui sont à côté et qui voient la gagnante finalement sans un seul sourire. C'est franchement parfois difficile à comprendre. Alors, elle gagne beaucoup, c'est vrai. Elle s'habitue peut-être vite à gagner, mais j'étais assez étonné jeudi de la voir franchement presque pas contente alors qu'elle vient d'être championne de Belgique pour la 6e fois sur le chrono. Donc voilà, je peux comprendre qu'elle n'apprécie pas de travailler avec les médias, ça je respecte totalement. Il y a des gens mais qui même par rapport à l'image qu'elle peut donner auprès du public, oui, qui oui, regarde la télévision, oui. Elle aurait à gagner sans doute. Ça manque parfois d'un petit sourire. Ouais. Oui, Cyril. Ouais, la seule chose qui m'inquiète dans ce que l'on peut constater, et je me souviens qu'on l'avait déjà constaté en regardant des courses féminines, c'est côté Lotte Kopecky, c'est vraiment qu'elle ne savoure pas ses victoires. Et ce qui m'inquiète dans ça, c'est est-ce qu'elle prend plaisir à faire du vélo? Aujourd'hui, est-ce qu'elle a ce talent? Elle s'entraîne, elle domine, mais est-ce qu'elle prend plaisir et est-ce que ça va durer dans le temps? Parce que une victoire est une victoire, et quand on est championne de Belgique, on doit savourer, on doit prendre du temps, même si on est au-dessus du lot. Il y a le côté respect, je rejoins Jérôme, mais il y a aussi le côté où voilà, je dois prendre du plaisir, et c'est peut-être l'interrogation que j'ai. Est-ce qu'elle prend réellement du plaisir à faire du vélo? Ah ben, c'est une excellente question. On n'a évidemment pas la réponse, mais merci d'avoir rebondi à distance, Cyril. Alors, elle était là au départ du championnat du monde du chrono, au départ de la course en ligne. Lotte Kopecky, championne du monde, championne de Belgique en titre. Elle était là, au contraire de Remco Evenepoel, qui a envoyé à la fédération Belgian Cycling un certificat médical. Alors ici, on ne va pas évidemment lancer des accusations sans fondement, mais ce qui nous chiffonne évidemment, Gérard Bullens, et je sais que vous n'avez pas votre langue en poche, c'est que l'on a appris que vendredi notamment, même malade, même enrhumé, Remco Evenepoel a reconnu l'étape des chemins blancs du côté de Troyes. C'est tout du moins maladroit, s'il est malade, de s'afficher comme tel et d'aller repérer une étape et de le faire savoir. Je sais que les responsables ou certains dirigeants de la fédération, à commencer par le président, ne sont pas très heureux de son absence et surtout de ce certificat qui pourrait s'apparenter, je mets de gros guillemets, à un certificat de complaisance, et ce ne serait pas le premier ni le dernier. Écoutez, je ne vais pas révéler le nom de celui qui me l'a dit, mais c'est quand même une personne importante au niveau de la Commission nationale qui, après une réflexion en repartant de Rodrigo Benkens, a répondu simplement qu'on savait bien que c'était un certificat de complaisance vu les images qui étaient apparues. Moi, ce qui m'ennuie plus, c'est qu'on ne dise pas les choses comme elles sont, en fait. Et qu'on considère que quand on a déjà été champion de Belgique, il ne faut peut-être plus revenir sur l'événement. Et Remco n'est pas le seul. Wout van Aert l'a fait il y a quelques années. Problème au genou il y a 2 ans. Oui. Et ici, on a vu finalement une épreuve contre la montre qui a été décapitée. Et je vais dire, les premières victimes de cela, c'est le grand public, une partie du grand public qui doit venir de Flandre, qui n'était pas présente, et une grosse déception pour Binge, qui était l'organisateur. Il y avait un peu de gens parce qu'effectivement, on a eu un peu de chance. Le soleil a même pointé le bout du nez, ce qui n'était plus arrivé à Binge, semble-t-il, depuis 8 mois. Il faut quand même le souligner. Et Binge est une ville de vélo et aussi. Binge est une ville de vélo. C'est une ville où l'arrivée est jugée fermée, avec des terrasses, etc. Donc, ça a un peu sauvé le jeu. Mais la ville paye, hein, Gérard. Les villes payent pour accueillir le championnat. Alors, ne nous tournons pas uniquement vers Remco. Ils ont tous une excuse. Ah non, mais hier, Wellens, Uijtdebroeks, Kras, Van Gils, de plus. Voilà les absents principaux. Et jeudi, moi j'ai quand même vu un Lampard qui n'était pas souffrant sur le vélo hier. Hein. Donc il aurait pu venir décrocher un titre de champion de Belgique, mais il a déjà été. Il avait chuté à l'avant-dernière étape, si je me souviens bien, du Tour de Suisse. Et donc il préférait jouer une carte hier avec son équipe et peut-être en accord avec Patrick Lefebvre, je peux le comprendre. Mais c'est un vrai problème pour les organisateurs. Et je le disais pendant le direct, si vous êtes aspirant et vous ne participez pas au championnat de Wallonie, certificat médical, pas certificat médical, la semaine suivante, vous ne pouvez pas courir. Alors,
hier. Mais ici, Gérard, le règlement, il est clair. Si vous ne participez pas sans justification au championnat de Belgique, vous êtes suspendu 8 jours. Oui. À partir du dimanche. Oui. Ça voudrait donc dire, si on applique le règlement, Ben mais oui. il a un certificat, Remco. Oui. Mais que Remco Evenepoel, sans certificat, ne pourrait pas prendre le départ du Tour. Oui, ben voilà. Est-ce qu'on peut appliquer un tel règlement? On ne peut pas appliquer un tel règlement parce que la même personne est venue chez moi en disant « Mais tu t'imagines, si on faisait la même chose avec nos pros, nos élites avec contrat, ben on se priverait de 2 coureurs qui peuvent nous apporter un maillot distinctif, etc. » En même temps, c'est une évolution du cyclisme. Et on en discutait hier, vous étiez présent avec Jean-Luc, et je suis assez d'accord avec lui. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a un salaire de base qui est, pour certains, plantureux, qui n'existait pas il y a quelques années, et demander à Eddy Merckx si ça lui faisait le plus grand plaisir de faire un 6 jours ou de rouler un cyclocross, même en relais avec Eric Delamy. Non, mais à cette époque-là, il fallait le faire pour avoir un salaire décent. Même si on s'appelait Eddy, même si on a gagné 5 tours, même si la seule grande épreuve qu'il n'a pas gagnée, c'est Paris-Tours, eh bien, on est obligé de le faire. Maintenant, je pense que par respect des organisateurs, il faut que la fédération réfléchisse à un système qui fait en sorte que, ne serait-ce que pour le contre-la-montre, les meilleurs soient présents, parce que sinon ça n'a plus beaucoup de sens, d'une part, et que d'autre part, il y a un règlement où chaque équipe professionnelle, qu'elle soit World Tour ou Pro Tour, doit au moins donner 2 ou 4 coureurs. Pour les World Tour, c'est 4 ça coureurs. dépend à quel niveau. Ouais. Ben, force est de constater que certains n'étaient pas là. Et que je prends la défense, pour l'avoir vécu par moi-même, à une autre époque, d'une équipe comme celle de Christophe Brand, par exemple, où il n'y a pas moyen de s'entraîner spécifiquement sur le contre-la-montre, où tous les coureurs n'ont peut-être pas le vélo de contre-la-montre qui convient, parce que par rapport, et là Cyril est plus au courant que moi, à ce que demande aujourd'hui une formation World Tour pour être présent souvent dans 2 ou 3 continents à la fois, les petites équipes passent à la trappe évidemment. Et donc, quelle que soit la marque de vélo, en général, ben, on donne moins à une équipe qui n'est pas World Tour qu'à une équipe qui est World Tour. Et les petites équipes de formation, pour l'instant, il faut bien avouer qu'elles sont en difficulté. Prenez ça s'appelle aujourd'hui Cycling Vlaanderen Baloise, pour avoir le nom correct qui change tous les 2 ans, donc ça nous complique la vie. Ben, cette équipe-là n'a plus le rendement qu'elle l'avait il y a 10 ans, où elle l'a fourni à toutes les équipes World Tour, des coureurs de haut niveau. Aujourd'hui, un junior qui est bien la première année, il passe de catégorie, ou il va dans une équipe d'Evo, et ça tue les clubs en même temps. Je pense qu'il faut bien penser à ça au niveau du vivier, du système de la pyramide qu'on veut installer. Il y a toute une problématique là qui va faire que certains ne feront plus de vélo parce qu'ils n'ont aucune chance de faire de beaux résultats. Or, le vélo de compétition au niveau ludique et sérieux, ça a aussi une valeur pour les petits jeunes. Voilà, en partant de l'absence de Remco Evenepoel au championnat de Belgique, on a refait toute la pyramide du cyclisme. On voulait vous entendre, Gérard, sur l'absence de Remco Evenepoel. On ne va pas en faire tout un pataquès. Ce qui est important, c'est de signaler qu'il n'est pas le seul. Ah non, mais on a cité quelques noms. Pas qu'en Belgique. Moi, j'ai relevé quand même, écoutez, les coureurs qui n'étaient pas dans leur championnat national hier. Vingegaard, Tratnik, Kelderman chez Visma, Van der Poel, du côté des Pays-Bas, Cavendish, Roglic, Pidcock, Thomas Rodriguez et de plus donc du côté de chez Ineos. Et alors, chez UAE, le seul des 8 coureurs qui vont participer au Tour de France qui a fait le championnat national, c'est Polite. Ayuso, Pogacar, Soler, Yates, tous les autres, ils n'étaient pas là. Mais donc principalement, Cyril Saugrins, ce sont des coureurs qui ont le Tour de France dans le viseur, qui déclarent forfait pour leur championnat national. Votre opinion à vous, on va pas refaire toute la pyramide du cyclisme ni en Belgique ni en France pour une deuxième fois, mais votre opinion d'ancien coureur, vous étiez coureur il y a 25 ans, le monde évolue, les mentalités évoluent. Est-ce que vous cautionnez, oui, non et pourquoi, la démarche de ces coureurs qui déclarent forfait pour leur championnat national ? Non, je ne cautionne pas. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'un championnat national, ça se court. Ça se gagne ou ça se perd, ça reste une course de vélo.
mais on est à une semaine du Tour. Je peux entendre, mais je ne comprends pas qu'on ne prenne pas le départ de son championnat national. Alors on peut être malade, on peut être tout ce qu'on veut. Moi, j'aime pas trop ces sortes de certificats un peu par complaisance. Ça me chagrine, ça enquiquine notre sport. Notre sport traîne des casseroles depuis des années et des années. Et ça m'enquiquine de voir qu'à une semaine du Tour, des grands champions, ceux qui vont probablement animer le Tour, décident de ne pas le faire, leur championnat national. Pour quelle raison, en fait, personne ne comprend. Personne ne comprend. Et du coup, comme c'est du flou, ça enquiquine le monde. J'aime ce débat et votre franchise à tous les trois. Un rappel des principaux titres à l'étranger, puisque les absents ont toujours tort et ceux qui ont participé et qui ont été chercher un maillot auront la chance de le porter pendant un an. Aramburu, champion d'Espagne. Lapera, quel talent, champion de France. Bettiol en Italie et il portera donc le maillot pour le grand départ en Italie. J'imagine les frissons d'Alberto dans quelques jours. Groenewegen, tiens, c'est rappelé au bon souvenir de tout le monde aux Pays-Bas. Mauro Schmid en Suisse. Costa, l'ancien champion du monde au Portugal. Kevin Genier au Luxembourg, Novak en Slovénie, Nathan Hayter, il y a les deux frères, ce n'est pas Léo mais bien Nathan Hayter en Grande-Bretagne, Hulgaard en Norvège, Rasmus Pedersen au Danemark ou encore Walter en Hongrie. La liste est plus longue que celle-là, on vous a donné évidemment les noms principaux. Alors, je rappelle les dates et les grandes lignes et on attaque le dossier Tour de France de cette grande boucle 2024. Première étape le 29 juin, samedi, entre Florence et Rimini et l'hommage qui sera rendu évidemment à Marco Pantani. Dernière étape, le 21 juillet, jour de fête nationale pour nous les Belges, avec ce contre-la-montre entre Monaco et Nice qui promet 3493 km précisément, 2 chronos individuels, le Galibier dès la 4e étape et le retour en France, les chemins blancs à 3, le Massif central avec une arrivée au Lioran et on se rappellera évidemment de la très belle performance il y a quelques années là-bas de Greg Van Avermaet, le plateau de Bayle dans les Pyrénées et puis un final explosif où tout pourrait encore arriver dans les Alpes du Sud avec un passage par la fameuse cime de la Bonnette, la plus haute route goudronnée d'Europe. Au total, 27 cols de deuxième, de première et d'hors catégorie. C'est 3 de moins qu'en 2023, mais c'est aussi 4 de plus qu'en 2022. Le parcours, on l'a analysé en son temps quand il a été dévoilé au Palais des Congrès à Paris l'automne dernier. On va évidemment se focaliser maintenant sur le sportif et sur ce Tadej Pogačar, Jérôme Elguers, qui sera, oui ou non, seul au monde comme il l'était au Tour d'Italie. Sur papier, oui. Mais on ne l'a plus vu courir depuis le Tour d'Italie, donc on ne sait pas où il en est. Mais on connaît Tadej Pogačar, il a sûrement très très bien préparé son Tour de France. Et il arrive dans une édition un peu particulière, avec finalement ces 3 principaux adversaires qui sont tombés dans cette chute autour du Pays Basque, alors avec des bulletins médicaux bien différents. On sait que Roglic n'avait pas de fracture et on a vu au Dauphiné qu'il est plus avancé que les autres. Mais voilà, Jonas Vingegaard, on ne sait pas très bien où il en est. Donc oui, Pogačar est le grand favori et il est bien parti sur papier pour signer le doublé parce qu'il part avec un avantage énorme sur les autres. Je vois pas très bien comment on peut rivaliser avec le Pogačar qu'on a vu au mois de mai au Giro en tout cas. Et avec une équipe aussi avec laquelle il sera difficile de rivaliser. L'équipe UAE, elle est stratosphérique. Je pense qu'à part un petit ennui familial puisqu'il a perdu son grand-père Tadej et qu'il a dû interrompre pendant 3 jours le stage d'altitude, tout est prêt. Alors, si vous parlez de l'équipe, on a vu autour de Suisse Almeida, on a vu Adam Yates, et si vous ajoutez à ça un Tim Wellens qui est peut-être un peu enrhumé, parce que j'ai d'ailleurs remarqué, on ne voit pas souvent qu'il commence à avoir très peu de cheveux, il n'est pas encore dans votre état, Samuel, mais il est sur la bonne voie, il a peut-être pris froid, effectivement. Mais quand on est souvent enrhumé, on perd peut-être plus vite ses cheveux. C'est possible, effectivement. On y ajoute Polic, je pense, Solaire. Le plus faible, est-ce que ce n'est pas Ayuso, qui n'était pas vraiment dans le coup, mais qui avait fait plusieurs chutes, évidemment, lors du Dauphiné. À mon avis, très très franchement, s'ils veulent, et s'il est dans la condition, il y a beaucoup de si, évidemment, ils peuvent frapper un grand coup dès mardi. Cyril Saugrin, on vient de parler de la composition de l'équipe UAE, et Gérard a rappelé Ayuso, Yates, Almeida.
3 gars qui sont capables eux aussi d'aller jouer des podiums sur des grands tours, et ils l'ont déjà fait. Il faudra vraiment, et je pense que c'est le cas et que le discours a été clair au sein de l'équipe UAE, que tout le monde se mette à la planche pour Pogačar, qu'il n'y en ait pas l'un ou l'autre qui décide à un moment ou un autre. On sait qu'Almeida est parfois un peu plus individualiste peut-être de jouer sa carte. Yates, il y a un an, l'a bien fait et très bien fait pour finalement monter sur la 3e marche du podium final, mais en laissant évidemment le leadership à son leader. Mais voilà, qu'espérer au sein de cette équipe UAE, notamment en termes d'ambiance? Je pense que les choses sont claires. En tout cas, à mon avis, dans cette équipe, il y a un leader incontestable et incontesté. Je pense qu'ils sont tous bien contents d'être aux côtés de Pogačar. S'ils ont signé dans cette équipe, ils savaient quelle serait la donne. Quand on va signer chez UAE avec un Pogačar qui domine le cyclisme mondial, en tous les cas sur les grands tours, on n'imagine pas être leader sur un grand tour où Pogačar sera aligné. Donc voilà, les choses sont claires. Le challenge de l'année, c'était le doublé Giro Tour de France. C'est bien engagé. Sur ce que l'on a vu au Giro, c'est clair qu'il semble difficilement déstabilisable. Son équipe est juste royale. Moi, j'ai aucune crainte sur le fait qu'il y a un leader et les autres seront au service du leader, vont rendre la course difficile, vont le mettre dans des situations, vont faire travailler leurs adversaires. Mais le leader, ça reste incontesté et incontestable, Pogačar. Et Pogačar, c'est partagé. Oui. À Bilbao, c'est lui qui dit à Adam Yates de partir dans la première étape et il va chercher le maillot jaune. Donc, avec le feu vert de Tadej Pogačar, moi, je pense qu'ils peuvent même peut-être faire le triplé. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, je vois bien deux coureurs. Visma de la Vuelta sur je le vois tour bien en tout cas au moins deux coureurs Emirates sur le podium comme l'année dernière. J'ai essayé de chercher une petite faiblesse dans cette équipe. Je me suis dit, tiens, dans le vent, s'il y a des bordures. Mais il y a Polite et Wellens, donc même là, ils sont très bien armés. Et Wellens a été clair lors des interviews après son titre à Binche. Il ira au Tour pour protéger dans la plaine Pogačar. Il n'est pas là pour la montagne, mais il est là pour la plaine, Tim Wellens. Que penser de Vingegaard, Gérard Bullens? Là, c'est une grosse question. C'est vraiment le point d'interrogation et on a beau chercher nous aussi sur les médias spécialisés, d'en parler avec les gens qui connaissent bien le vélo, les observateurs avertis, on n'a aucune réponse. Non, on n'a aucune réponse, effectivement, mais je m'étais dit qu'à partir du moment où ils étaient partis s'entraîner à Tignes, c'est qu'il y avait quand même l'idée d'essayer d'être présent. Je pense que, clairement, et on l'a vu hier avec Wout, la blessure étant différente, effectivement, puisque c'était uniquement des fractures et pas de pneumothorax, Wout est revenu à un bon niveau. Il avait un peu plus de compétition puisqu'il avait participé au Tour de Norvège. Je pense qu'on est assez adulte chez Visma pour ne pas faire courir de risques et que s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne santé tout d'abord, et la bonne santé, évidemment, on l'a constaté au cours des dernières années, ces garçons qui sont en top forme ont une capacité de guérir beaucoup plus rapidement que vous et moi. Maintenant, je me dis quand même, quand vous avez des côtes qui ont été froissées, je ne parle même pas de casser, les muscles tout autour restent douloureux pendant des semaines et des semaines. J'ai pas eu l'impression que Wout avait mal hier. Il était même assez détendu et il s'est souriant par moments sur le vélo et à l'interview aussi. Oui, et il s'est livré. Aussi, il a pris les risques nécessaires sur les pavés dans les derniers passages. Il n'y a pas d'appréhension. Je pense qu'il n'y a aucune peur. Maintenant, Wout, c'est un homme, Vingegaard, c'en est un autre. On verra bien ce que ça donne. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la vitesse de guérison. Et je me dis quand même que on a vu l'année dernière Pogačar qui avait été bloqué par une fracture du poignet lors de sa chute à Liège-Bastogne-Liège, revenir sans compétition pour ainsi dire, sauf peut-être le championnat de Slovénie, faiblir la dernière semaine. Ici, je me demande si avec la nature des blessures, la première semaine ne va pas être difficile et le manque peut-être de possibilité d'avoir travaillé en profondeur, s'il ne va pas avoir le même phénomène et faiblir en fin de tour. Mais il y a ce diable de Jorgensen. Oui, mais Jorgensen peut espérer peut-être monter sur le podium du Tour. Il ne peut pas espérer intrinsèquement dominer un Pogačar. Non, parce que Pogačar, je le dis toujours d'une façon imagée, la force de Pogačar, c'est que quand il prend une ascension, un col, où il a envie d'attaquer, il a 3 cartouches.
Et on a vu au Giro tous les coureurs qui ont essayé de répondre à la première cartouche sans qu'ils n'utilisent la deuxième, ils se sont essoufflés, ils se sont plantés. Alors, la question est de savoir qui est capable d'aller sur une deuxième cartouche. Pas Jorgensen, peut-être un très bon Roglic et peut-être un super Kuss, mais ce qu'on a vu de Kuss jusqu'à présent, c'est inquiétant. Ouais, cette saison-ci. On regarde un peu les blocs. Chez Bora, Roglic, Hindley, Vlasov. Jorgensen, Kuss, on vient d'en parler chez Visma. On va rajouter Vingegaard, eu égard à son palmarès, évidemment. Et puis, chez Ineos, c'est assez costaud, avec Bernal, Thomas, Rodriguez, Pidcock. Ce sont les équipes annoncées pour l'instant. Et puis des individualités comme Gall, Buitrago, Carapaz, Mas, Simon Yates et évidemment Remco Evenepoel, dont on va parler plus précisément dans quelques instants. Cyril Saugrin, est-ce que ces blocs que l'on vient de citer, ou ces individualités, vont prendre le départ en ayant en tête d'aller gagner le Tour de France, ou vont prendre le départ en ayant en tête de monter sur le podium du Tour de France derrière Pogačar, ce qui est quand même différent? Ouais, je vais dire qu'ils vont prendre le départ avec en tête l'idée d'aller gagner le Tour de France, parce que le contraire serait surprenant. Et peut-être que les plans changeront à la deuxième étape, mais on va tout de suite voir, on va tout de suite savoir comment les choses vont tourner. On va pas tergiverser très longtemps sur ce Tour de France. On aura des réponses très rapides. Je crois que c'est Gérard qui stipulait tout à l'heure. Je crois qu'on est au Galibier, la 4e étape. 4e, ouais. Donc il sera temps de changer les plans à ce moment-là. On sera très vite fixé. Il y a pas 10 jours de plaine ou avec des petites bosses et où on se dit ah bah oui finalement peut-être que non, là ça va aller assez vite, on aura une indication. Donc je reste persuadé qu'ils partent avec l'envie de gagner et on adaptera les plans en fonction d'eux. Je dirais peut-être une chance moi pour les équipes qui ont plusieurs leaders. Mais il y a un mec quand même qui ouvertement dit moi je veux gagner le Tour que je n'ai jamais gagné, c'est Roglic. Qui en plus a un œuf appelé avec Pogačar depuis la planche des belles filles en 2020. C'est peut-être lui, le seul et unique, et on parlera d'Evenepoel après, je le rappelle, pour les impatients, le seul et unique capable d'aller titiller Pogačar? En tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant au niveau de la condition, oui. Parce qu'on sait que Roglic, il peut tenir 3 semaines, il peut gagner un grand tour, ce qu'on ne sait pas encore pour Jorgensen, par exemple. Et puis, il a l'avantage aussi d'avoir, comme l'a dit Cyril, une grosse équipe autour de lui. Après, est-ce qu'on peut vraiment jouer sur le trident Hindley, Vlasov Et autant chez UAE, les coureurs vont se mettre à plat ventre pour Pogačar. On est moins certain de ça avec Vlasov chez Bora. Ils sont plus forts aussi que les gars de chez Bora. Donc, je pense qu'on va vite comprendre que c'est Roglic le seul et unique leader. Après, le problème aussi avec Roglic, c'est qu'il peut avoir les jambes, mais il y a quand même aussi une certaine forme de poisse qui lui colle à la selle et il a vraiment du mal à s'en débarrasser. Donc, Et la fin du Dauphiné, vous y étiez Jérôme, n'a pas totalement rassuré, même si entre la fin du Dauphiné et le début du Tour, il y a encore 3 semaines. Ouais, au Dauphiné, il n'a pas de défaillance non plus. Il perd moins d'une minute. Je ne sais plus combien de secondes exactement il perd sur Jorgensen. Mais il gagne le Dauphiné pour 8 secondes. Oui, d'accord. Mais j'ai lu aussi défaillance de Roglic, etc. Non, enfin, voilà. Il avait un petit jour. Mais c'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Voilà. Il a géré. Et sur un grand tour, savoir gérer, c'est quand même très important. Ouais. Capital. Et au Dauphiné, Vlasov a quand même fait un travail pour lui impressionnant. Ouais. Oui, Cyril. C'était pas le Vlasov qu'on a connu avant. Cyril ? Oui, non, juste pour revenir sur Roglic, je pense que malgré tout, il a ce petit caillou dans la chaussure qui va lui coller encore un moment. C'est qu'il a perdu le Tour sur un dernier contre-la-montre. Et il a régulièrement une défaillance. Alors, je ne sais pas si c'est lié au stress ou à autre chose, mais toujours des difficultés à gérer cette dernière journée, celle qui lui permet de conclure. Honnêtement, sur le Dauphiné cette année, pour moi, il dominait, il était au-dessus du lot, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de risque. Et il s'est quand même bien fait peur sur cette dernière étape. Alors, peut-être pas une défaillance, mais c'est pas ce qu'on attendait d'un Roglic sur la dernière étape. Et rappelez-vous, on a vu un dernier contre-la-montre sur Nice-Monaco, là. C'est super dur, c'est super technique, et donc la pression elle sera de son côté, alors que son adversaire, en l'occurrence si on parle de Pogačar, lui il part en disant moi je l'ai déjà battu sur un dernier contre-la-montre, je suis plus fort que lui et je vais gérer la pression. Donc je trouve qu'il a vraiment ce truc qui va lui coller à la peau et il va avoir le double de pression s'il est en position de gagner le Tour de France, qu'il n'a pas 2 minutes d'avance au départ du dernier chrono.
il va avoir une pression de maboule sur la tête. Alors, Remco Evenepoel. Parce qu'on sait que nos fidèles auditeurs ou téléspectateurs, ceux qui nous suivent en son ou en image, attendent notre avis, nos avis sur ce premier tour de Remco Evenepoel. On évoquait le Dauphiné de Roglic, on a eu le Dauphiné de Remco, qui n'était pas à 100%, il l'a rappelé tous les jours à l'interview. Remco Evenepoel, quand on l'a découvert lors des championnats du monde junior en 2018, on s'imaginait le voir gagner 5 Tours de France. Il va participer à son premier Tour de France à partir de samedi prochain. Gérard Bullens, vous le connaissez bien, vous connaissez la famille, vous le suivez depuis longtemps et on va être très terre à terre. On n'est pas là pour soutenir ou ne pas soutenir Evenepoel. On espère qu'il donnera le meilleur de lui-même et on n'a aucun doute. Maintenant, pour les amateurs de vélo qui nous écoutent, est-ce que le Belge peut gagner le Tour de France que tout le monde attend depuis 1976 en Belgique, ou doit-on se préparer à, par exemple, un top 5, ce qui serait déjà une belle réussite? Je pense qu'il va faire un bon résultat parce que c'est son premier tour, c'est important pour lui. Il a bien travaillé malgré cette chute, ça, soyons clairs. Mais je me rangerai derrière Patrick Lefevere. Je pense que lui mettre beaucoup de pression maintenant, c'est pas la bonne solution. Et Patrick Lefevere, comme d'autres, Marc Sergent et autres, disent ce serait idiot de penser que notre ami Remco va gagner son premier tour maintenant. Et je pense que c'est enlever de la pression et c'est lui permettre éventuellement, s'il a un mauvais jour, ce qui est déjà arrivé à droite ou à gauche, de prendre 10 minutes dans leur vue, mais par contre d'aller gagner 4 étapes, dont la dernière. C'est dommage qu'il n'ait pas le maillot tricolore pour aller la gagner, parce que c'est le 21 juillet. Et donc moi, je pense qu'un top 5, certainement, et pourquoi pas même avec ce restant de période après le Dauphiné où il a pu quand même continuer à travailler comme il le voulait, avoir l'ambition de monter sur le podium à Paris et de voir à partir de ce moment-là ce qu'il faut faire. Et je pense que Cyril sera d'accord avec moi. Le gros problème, c'est la haute montagne encore aujourd'hui. Et dans le reste, il n'y a plus rien à apprendre. Dans le contre-la-montre, c'est un des meilleurs au monde. Il porte d'ailleurs encore aujourd'hui le maillot arc-en-ciel. Dans la plaine et dans les étapes pour puncher, il l'a prouvé à Liège-Bastogne-Liège. Pour moi, il est plus encore un coureur de course d'un jour où il peut tout gagner, même Paris-Roubaix, s'il se met en tête de vouloir danser un peu sur les pavés. La haute montagne, oui, ça s'apprend, mais il n'y a plus beaucoup de temps devant lui parce qu'il est malgré tout encore jeune. Et dans le cyclisme aujourd'hui, on est très vite vieux. Donc, il faudra une progression à ce niveau-là. Est-ce que ça se travaille aussi facilement qu'une position de contre-la-montre? Non. Il faut en arriver à pouvoir changer de rythme en montagne. Et je pense que Cyril sera plus à même de vous dire ce qu'est le travail en montagne que moi-même. Cyril, on va monter très haut, quasi 3000 mètres avec la route de la Cime, la fameuse route la plus haute d'Europe. On va monter très haut sur ce Tour de France. Et en effet, et on va se focaliser sur Remco Evenepoel, on connaît non pas ses difficultés, mais peut-être ses petites lacunes par rapport à un Pogacar ou d'autres quand ça monte très très haut. Ce sera là le plus gros nœud à gérer pour lui sur cette grande boucle. Oui, c'est clair. Je rejoins et je valide tout ce qui a été dit par Gérard. Et, il sourit, il est heureux. Je rejoins je rejoins le côté que la plus grosse erreur que l'on puisse faire, c'est lui mettre cette pression pour attendre de lui qu'il gagne le Tour cette année. Remco est un grand champion, restera un grand champion. Il gagnera peut-être un jour le Tour, mais c'est pas parce qu'il le gagnera pas cette année qu'il le gagnera jamais. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument pas partir. C'est pour ça que, rappelez-vous, l'année dernière, j'aurais vraiment pensé que le meilleur choix pour Remco à la suite du Tour d'Italie, ça aurait été de venir sur le Tour sans aucune pression, découvrir, apprendre et faire exactement ce qu'a dit Gérard. Il est placé, puis un jour ça va pas, on prend 10 minutes et on joue des victoires d'étape. Il aurait pris un an, je pense, je vais pas dire d'avance, mais c'est pas très grave. Je pense que même si cette année il vient faire cela, on peut objectiver le top 5. Mais il faut pas se mettre cette pression. Et si un jour ça va pas, repartir, gagner 3 ou 4 étapes, aller peut-être chercher un maillot à poids, gagner la dernière étape sur le chrono,
je pense que ce serait contraire rempli. Donc voilà, il faut bien évidemment démystifier ce Tour de France et lui enlever toute cette pression. Parce que ce ne serait pas lui rendre service. Jérôme, on le croise, vous le croisez souvent aussi lors des interviews depuis le début de sa carrière. On a envie de dire quand même, sans lui mettre de pression, mais nous, les journalistes et le public aussi, on se dit tous, enfin, il est au départ du Tour. Et on est impatient par la force des choses. C'est l'une des plus grandes impatiences pour le cyclisme belge des dernières années. Oui, lui, il est tout aussi impatient que nous, je pense. Mais dans son discours, il parle souvent de victoire d'étape et Remco est un winner, un gagnant. Ouais. Et je pense que c'est vraiment de ça dont il a besoin. Et ce qu'il recherche surtout, c'est d'aller gagner une étape sur ce Tour de France. Une étape qui, pourquoi pas, pourrait lui permettre d'enfiler le maillot jaune. On sait qu'il y a un chrono. Malheureusement, il arrive un peu tard dans la semaine. Mais quand on analyse un petit peu cette étape du chrono, sincèrement, à part un Pogačar en forme, comme on l'a vu sur le Giro, où il a quand même battu Ganna, quand on voit ce qu'il a fait sur le Dauphiné sans être à 100%, Remco Evenepoel, il a quand même mis Tarling derrière lui et Roglic à plus de 30 secondes, les autres à plus d'1 minute. Et Tarling et Ganna ne seront pas là sur le Tour. Oui, donc finalement, le seul qui pourrait l'empêcher de remporter cette étape du chrono, c'est Pogačar. Donc, il a raison de viser une victoire d'étape parce que là, c'est presque une victoire d'étape qui lui tend les bras. Alors, il reste à faire le job, c'est vrai. Mais c'est là qu'il a le plus de chances de gagner. Et après, comme il le dit, comme un bon footballeur, jour par jour, et il verra bien où ça va l'amener au classement général. Mais je partage l'avis de Gérard. Je pense qu'un top 5, ce serait déjà un très très bon résultat pour Remco, parce que même si Vingegaard est blessé, regardez, il y a quand même du beau monde au départ de ce Tour de France. Mais ça va bagarrer... sans donner la victoire à l'avance évidemment à Pogačar, mais ça va bagarrer sec derrière justement pour le top 5, pour le podium. Là, c'est très dense. Là, c'est très dense. Oui. Et donc, je pense que vu le plateau, faire un top 5 pour son premier Tour de France, ce serait déjà un très très bon résultat. Et on se réjouit évidemment de faire écho chaque jour sur les médias de la RTBF des performances de Remco Evenepoel et des performances de notre nouveau champion de Belgique. On a parlé de Lotte Kopecky en ouverture de ce podcast. On va le refermer, ce podcast, avec notre nouveau champion de Belgique, Arnaud Delis, qui hier a donc dominé au sprint deux purs sprinteurs, Jasper Philipsen et Jordi Meeus, pour aller endosser ce maillot noir jaune rouge avec beaucoup d'émotion, on le disait également en préambule. Belle journée ensoleillée, Gérard Bulens et un wallon, le 4e titre wallon du 21e siècle après Ludovic Capel et les 2 titres de Philippe Gilbert. Il prendra donc le départ du Tour, Arnaud Delis, avec cette belle tunique. Absolument, et je pense que c'est une belle chose. Et j'ai eu peur hier dans le sprint, je l'ai dit ouvertement, ils ont lancé le sprint, ils étaient 2. Menten a fait un travail extraordinaire. Il a dû s'écarter à un certain moment, ce qui est logique, un peu tôt, et j'avais peur avec un Philipsen dans la roue qu'à un certain moment, on ne coince un peu. Le vent était favorable ou 3/4 favorable malgré tout, ce qui était un élément important. Mais voilà, par rapport à ce que l'on va voir autour, je pense qu'il faut un homme en plus pour lui emmener le sprint. Mais hier, il était vraiment déchaîné, supérieur, comme on l'a connu au Québec par exemple, comme on l'a connu à 2 reprises à Marche-en-Famenne, où on se plaît à répéter, l'année dernière il a gagné sur une jambe. C'était impressionnant de le voir. Et puis cet aspect d'émotion par après, effectivement, est aussi important. Ça montre combien le garçon a été déçu, a été en difficulté en début de saison, et ça montre évidemment son caractère. C'est un Ardennais, il le montre, et hier il a été époustouflant. Et je vais dire que on a eu par après une interview du 2e et du 3e qui ont dit tous les 2 déçus, mais que hier il y avait rien à faire contre Arnaud Delis. C'était très honnête. Philipsen était très déçu, c'était marqué sur son visage. Son rêve, c'était d'aller au Tour avec ce maillot tricolore. Voilà, quand il y a cette honnêteté-là, on comprend la force de la performance d'Arnaud, évidemment. Cyril Saugrin, vous connaissez assez bien personnellement Arnaud, que vous suivez depuis la catégorie junior. Ces larmes, vous étiez en France, mais vous avez suivi ça à distance. Les larmes d'Arnaud Delis, elles ont touché évidemment tous les spectateurs, tous les téléspectateurs aussi. Et j'imagine qu'elles vous ont touché parce qu'il y avait là vraiment beaucoup de sensibilité, d'honnêteté dans ces images.
Oui, alors j'ai suivi les 15 derniers kilomètres de la course et le sprint, mais j'ai pas vu les larmes. Alors je les ai su après, mais j'ai pas vu les larmes dans l'interview. Mais je peux le comprendre parce que ça résume un petit peu son année. Un coureur qui a fait des débuts tonitruants chez les professionnels. On attend énormément d'Arnaud en début d'année et puis ça arrive comme souvent des fois dans le vélo, ça tourne pas comme il faut. Tout se met pas dans l'ordre et forcément c'est très très dur quand on est un profil comme Arnaud. Il y a cette pression médiatique qui est présente et c'était pas une pression médiatique malsaine, c'était une pression médiatique qui attendait beaucoup d'Arnaud parce qu'il y avait beaucoup d'espoir derrière. Et je vais pas dire que ça a été mal géré, mais malheureusement il y a cette maladie de Lyme, il y a plein de petites choses qui arrivent et c'est forcément très très dur quand on a envie de gagner. Et puis on se pose, on remet les choses à plat. Je pense que Stéphane Lô pour le coup a bien travaillé avec l'équipe et a bien travaillé avec Arnaud. On a remis les choses à plat, on est reparti sur des bases saines. Ça veut dire qu'il y a un entourage hyper sain, on le sait familial, mais au sein de l'équipe pour permettre à Arnaud de repartir sur les bons rails. Et rappelez-vous, il est revenu deuxième, troisième, et ça n'a cessé d'être que des succès, pas de moments difficiles. Et on connaît toutes les qualités. Donc moi, c'est pareil. Hier, quand j'ai regardé l'arrivée, à un moment, je me suis dit waouh, là où il prend les rênes, quand il lance son sprint, c'est encore long. Et derrière, il y a ce qui se fait de mieux sur le sprint en ce moment, Philipsen, Merlier, Meeus, Van Aert. Vous dites, quand il s'écarte et qu'il reste 250 de mémoire, il faut être solide. Et c'est pas solide. Il a été époustouflant. Il n'y en a pas un qui est remonté au dérailleur. C'est-à-dire que c'est juste phénoménal. Et comme vous dites, les deux sprinters derrière, en l'occurrence Philipsen et Meeus, ont témoigné il était au-dessus du lot. Il nous a dominés. Et quand on domine quelqu'un comme ça, avec les coureurs les plus rapides du sprint, dans la roue à 250 mètres, même si c'est vent 3/4, c'est juste qu'on a été au-dessus du lot. Alors il y aura des jours plus difficiles, mais chapeau Arnaud, et il mérite ce premier Tour de France avec ce maillot tricolore. Je suis super content pour lui. Alors c'est le hasard, on n'a rien programmé, on n'était pas de mèche avec Stéphane Lô, mais on a appris la sélection complète de l'équipe Lotto Destiny pour le Tour de France. Juste avant d'entrer en studio, Arnaud Delis sera accompagné de Van Gils, Kampenaerts qui était bien en jambière, Van Moor, Beulens, Van Hoek, Drisner l'Australien et c'est une chouette surprise wallonne, Sébastien Grignard. Et on salue Sébastien et son papa évidemment Six, le producteur du vélo à la RTBF. Sébastien qui disputera son premier Tour de France. 7 Belges dans une équipe de 8. Bravo à l'équipe de la loterie nationale. Et avec cette équipe, Jérôme Elguers, sachant que Delis va débarquer en confiance, que peut-il espérer, notamment dans les sprints massifs, où il faut un fameux train et jouer des coudes sur le Tour de France. C'est, avec tout le respect qu'on a pour le sprint du championnat de Belgique à Zottegem, ce sera autre chose. Oui, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut diviser vraiment cette équipe Lotto Destiny en deux. Oui. Il y a Van Gils et Van Hoek plutôt pour les étapes vallonnées, et puis il y a quand même le bloc Delis. Le bloc Delis qui fait 6 coureurs. Et franchement, je m'attendais pas à avoir un bloc Delis aussi important. Je pensais qu'on allait mettre encore 1 ou 2 équipiers pour Van Gils ou des chasseurs d'étapes. On a sans doute répondu à ces demandes. C'est la preuve qu'il devient patron dans l'équipe. Mais Stéphane Lô avait fait l'erreur de mettre une équipe complètement autour de Caleb Ewan et il l'avait regretté. Bon, ici, je pense qu'il a bien balancé les choses, mais je suis quand même assez étonné de voir qu'Arnaud a autant d'équipiers autour de lui. On a déjà eu la réponse au championnat de Belgique, c'est qu'il a vraiment des jambes de feu et qu'il veut faire quelque chose. Par contre, pour revenir sur le championnat de Belgique, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 sprints, moi, en fait, parce que le final de l'étape du dernier kilomètre jusqu'aux 500-400 derniers mètres, c'était un faux plat montant. Et je pense qu'il a demandé à Menten d'y aller justement à fond pour mettre déjà Philipsen et Merlier dans le dur. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à le remonter. Mais donc, attention, parce que sur le Tour de France, ne croyez pas que ça va se passer. Mais non, évidemment, d'où ma question. Oui, c'est important que les gens comprennent ça. On était dans une course quand même très particulière, une course très usante. Et pour moi, c'était même pas un sprint massif, parce que quand on regarde les images, les coureurs, ils sont tous en file indienne et ils sont peut-être une dizaine. Dans les purs sprints massifs du Tour de France, ils arriveront plus ou moins frais dans les derniers kilomètres. Et là, je pense qu'Arnaud aura un peu plus de mal. On n'a pas encore le panel de tous les coureurs qui seront au départ, de tous les sprinters. Meeus ne sera pas là. Groenewegen, champion des Pays-Bas, sera là. On annonce Démarre, mais c'est un gros point d'interrogation. On ajoute Pedersen, évidemment, qui peut jouer dans la cour des grands. Et Philipsen, il peut espérer quoi dans tout ça ? Ouais.
je pense qu'il doit continuer dans ce qu'il a déjà déclaré, c'est-à-dire viser des étapes en fait qui vont se dérouler comme des classiques d'un jour, où il va y avoir une course usante, où il va y avoir de la bagarre. Et c'est pour ça que lui, il vise la 8e étape qui arrive à colomber les deux églises, parce que il y a un profil assez vallonné et il y a un final en faux plat montant. Mais ce qu'il a prouvé hier, en dominant, de nouveau dans un contexte différent, mais Philipsen et Meeus, ça doit quand même l'encourager, Gérard, pour les vrais sprints massifs. Mais certainement. Alors que lui ne se considère pas comme mais un non plus, on n'arrête pas de le répéter, rapide. Mais là, qu'il y aille, quoi. Mais oui, mais la différence autour, c'est que la pression, la nervosité, la valeur d'une étape est beaucoup plus grande, commercialement parlant, et que un seul homme, vous pouvez gagner avec un seul homme qui fait le lead pour vous, mais vous devez avoir des circonstances atténuantes. Et là, je pense que ça va peut-être être la raison pour laquelle Stefanello a mis autant d'hommes, de telle manière qu'on puisse faire le travail dans les 5-6 derniers kilomètres. Hier, c'était un travail d'1 kilomètre, et alors chapeau au travail de l'équipe pendant toute l'épreuve. Ils étaient 20, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est vrai. Mais le plan, parce que à votre micro, Jérôme, avant le départ, Arnaud Delis parlait du plan. Vous avez vous parlé du plan, il a répondu qu'il y avait bel et bien un plan dans l'équipe. Je pense qu'on a mis en œuvre le plan. Et qu'il a été respecté et qu'il a fonctionné. Et c'est pour ça que j'approuve à 100% ce que Jérôme vient de dire. Ne pensez pas, parce que tout s'est bien passé hier, que ça sera systématiquement la même chose autour. Moi, je suis assez d'accord. Il doit se retrouver dans une situation où la course a été durcie et où il a une force intrinsèque en lui qui est très très puissante, là où certains sprinters ont souffert. Parce que en force, en vivacité, en vélocité véritablement, Tim Merlier est beaucoup plus rapide sur papier, que lui. Sur papier. Mais hier il avait beaucoup souffert. Hier, il était cuit. Voilà. Cyril, on voudrait vous entendre aussi évidemment sur le Tour de France d'Arnaud Delis. Avant de refermer déjà ce podcast, vous serez là avec nous tous les jours pour commenter les étapes. Vous êtes le plus belge des Français, on le répète, et vous serez sans doute très heureux, vous seriez sans doute très heureux le cas échéant de voir le maillot noir jaune-rouge lever les bras sur les routes du Tour de France. Un sprint du Tour, ce n'est pas le sprint, un sprint du championnat de Belgique ou de la Famenne Ardennes Classique. Il faut conseiller quoi? Et Stefanello, il est là pour ça, et tout le staff de Lotto Destiny, mais à cette équipe Lotto pour emmener au mieux Arnaud Delis vers la victoire. Toujours compliqué. Moi, j'ai l'impression, quand j'entends la composition, que on s'est pas forcément focalisé sur mais c'est ma vision des choses, focalisé sur les vraies arrivées de purs sprinters, où je vous rejoins. Quand on va être dans un sprint où ça va être très massif, très dense, Arnaud a des qualités pour s'imposer, mais il est pour le coup, je pense, dominé par un Philipsen, par un Merlier, qui sont, comme on le dit, plus véloces. Groenewegen, regardez Groenewegen, il a mis tout le monde à 3 jours de pirogue dans le sprint au championnat des Pays-Bas. Donc il est vraiment, c'est pas là où il va exploser, à mon avis. Il sera là, mais c'est pas là où il doit exploser. C'est purement des sprints en confrontation avec Pedersen dans des faux plats montants, et c'est exactement ça, des courses qui seront dures, usantes. Il faudra pour moi aller cibler ces étapes-là et pas avant tout les étapes de sprinters. Je demande qu'une chose, mais je sais pas comment ça va se passer, c'est que l'auto roule différemment de ce qu'ils aient roulé des autres années. Je préfère voir un Campenart à l'image de ce qui s'est passé hier. Si j'ai compris, moi je suis arrivé à 25-30 km de l'arrivée. Je préfère voir un Campenart, peut-être un Sébastien Grignard ou d'autres dans une échappée au long cours, pour forcer les équipes de Philipsen, de Pedersen et des autres à rouler, à travailler, et lui venir avec 2-3 mecs qui viennent le poser aux 500-600 mètres sur une étape qui a été difficile. L'étape où le dernier kilomètre, c'est un boulevard de 15 mètres de large avec un léger faux plat descendant, et puis les 500 derniers mètres tout plat. C'est pas le même sprint, et c'est pas celui qui conviendra à Arnaud. Donc c'est pas celui-là c'est pas sur cette étape-là qu'il faut mettre de l'énergie. Par contre, il faut une équipe offensive, et elle l'a, avec aller peut-être gagner des étapes de plaine, on va dire, difficiles, mais avec un Van Gils et bien évidemment avec un Van Hoek, aller gagner des étapes difficiles,
et pas se focaliser sur ce classement général qui finalement, on l'a tous dit depuis le début. On sait à peu près qui seront les 3 premiers sur le podium, ou allez, les 5 premiers, ou les 5 coureurs qu'on verra dans le top 5. Et je pense que Van Gils, Van Hoek ont tout intérêt à aller chercher des étapes. Et quoi qu'il arrive, ils seront dans le top 20 quasiment à l'arrivée de ce Tour de France au vu de leur qualité. Mais on préférerait aussi les voir avec des victoires d'étapes. Donc je pense que c'est une équipe qui est bien balancée pour aller gagner des étapes, et c'est ce que je leur souhaite. J'ai une dernière question, Jérôme Elguers, et puis on passe au prono avant de se dire au revoir. On est quand même surpris dans cette équipe, si on pense au train classique qui peut emmener un sprinter, de ne pas voir un Menten, un Tamigno, un De Beust, un lanceur. Driesner peut le faire, mais un vrai lanceur. Ou Belens, mais... Belens, hein. Ouais. Arnaud s'entend très bien avec Cédric Belens et apprécie vraiment le travail avec lui. Ouais, pour moi, la surprise, c'est De Beust. Mais voilà, peut-être qu'il n'offre pas les garanties suffisantes. Mais Jasper De Beust est quand même un très très bon lanceur. Donc c'est lui que je m'attendais plutôt à On sait que la sélection de Sébastien Grignard s'est jouée au dernier moment et qu'on a retiré quelqu'un de la sélection qui n'était a priori pas assez fit. Et c'est peut-être De Beust. Mais à quoi sert de mettre en place un train si, comme on vient de le dire, il n'est pas un pur sprinter? Voilà. Il aura, à mon Le avis, serpent se mord la il queue. aura, à mon avis, plus besoin de Van Moer ou de Kampenaerts pour faire une course difficile que d'un lanceur comme De Beust. Hein. N'oubliez pas que Caleb Ewan, à sa grande époque, n'avait besoin d'aucun lanceur. En fait, hein. Il se mettait dans la roue du meilleur sprinter et il gagnait. Hein. Ouais. Ah ben on aura les réponses. Et pour Jasper De Beust, vous pouvez peut-être le confirmer, mais je pense qu'il a chuté hier. Hein, avec Rickaert. Ah, peut-être, oui. À ce moment-là, j'étais devant. Ouais, donc Et attendez, il y a peut-être des concerts. Poignet cassé ou pas? Pas vu. Encore une nouvelle, parce que lui était aussi présélectionné pour le Tour et ce serait un élément en moins dans le train de Jasper Philipsen. Allez, on passe au chrono. Je sais pas si Cyril, je sais pas si j'avais bien vu moi hier, mais j'ai vu qu'il y avait une attaque à 4 ou 5 km dans le dernier secteur pavé. J'ai pas vu moi quel coureur de l'auto était devant à ce moment-là, mais celui-là est une pièce maîtresse dans la victoire d'Arnaud Delis. Hein. Un peu jeune encore pour aller au Tour, Bergmous, mais un grand talent, une belle pointe de vitesse aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors le prono, Cyril, puisque vous m'avez interpellé, il n'y a rien mais vraiment rien à gagner. Hein. Pendant les classiques, on avait mis des œufs en chocolat en jeu. Je ne sais même pas s'ils étaient en jeu, mais on les avait dégustés quand Gérard les avait ramenés aux alentours de Pâques. On va juste demander aux interlocuteurs ici autour de la table de nous donner leur maillot jaune final, leur maillot vert final, leur maillot blanc final et leur maillot à pois final. On va pas rentrer dans de grandes explications, mais ça nous permettra à la rentrée de faire un petit bilan, de taquiner les perdants et de féliciter les gagnants. Je prends mon bic, Cyril, et je vais noter votre prono dans l'ordre: le jaune, le vert, le blanc, les pois. Le jaune, Pogačar, le vert, Pedersen, le blanc, Rodriguez, les pois, doublés de Ciccone. Pas mal. Ça tient la route, mais je pense que vous connaissez un peu le vélo, donc ça ne me surprend pas. Gérard Belens. Mais on peut se tromper. Hein. Alors, le jaune, évidemment, Pogačar. Ah non. Non, Pogačar. Il est déjà en jaune, en fait. Hein. Il ne le sera pas au Tour parce qu'ils ont changé le maillot par la force des choses. Et je ne vous demande pas l'avis sur le maillot de la Visma. Alors, le vert, c'est Philipsen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le maillot de meilleur jeune, Ayuso. Et les pois, pour Pogačar. Ok, c'est noté. Je vois que Jérôme Elguers prend des notes. On ne change pas, hein? Si, je viens de tout changer. Jérôme Elguers. Franchement, je viens de tout changer parce que j'avais quasiment exactement le même prono que Cyril. Donc, si on veut un peu de challenge, j'avais mis au départ Pogačar, Pedersen, Rodriguez et Pogačar. Je vais tout changer. Je vais mettre Roglic en jaune. Oh, il est joueur. Je garde Pedersen en vert. Il y a une grosse bouteille en jeu. Hein. Là, ça devient chaud, là. Carlos Rodriguez en blanc. Donc, Pedersen en vert. Hein. Carlos Rodriguez en blanc parce que j'y crois vraiment. Et je reste persuadé que le vainqueur du Tour aura les pois. Donc, je dis Roglic avec les pois. Ah oui, je mets Pogačar sur mon papier, mais vous avez dit Roglic. Si Roglic gagne, c'est que Pogačar a malheureusement eu une mésaventure. Donc pas de Pogačar dans le prono de Jérôme. Mais c'est bien, j'aime quand on joue. Hein. Et je vais jouer aussi, et je vais changer mon prono parce qu'il ressemblait aussi assez fort à celui de Gérard et de Cyril. Mais je ne peux pas mettre quelqu'un d'autre, même si je suis joueur, que Pogačar, vainqueur de ce Tour. Et donc en jaune, Pogačar. En vert, on va la jouer à la Belge, Philipsen. En blanc, et c'est là que je vais, sur mon papier, je ne cache rien, Rodriguez ou Evenepoel. Je n'avais pas encore tranché. Eh bien, je vais trancher. Et je vais devenir un supporter de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, maillot blanc.
et les poids pour Pogacar, parce que je suis persuadé, comme vous, Jérôme, que le vainqueur du Tour portera, vu le profil de ce Tour de France, le maillot à poids. Voilà pour nos petits pronos. Faites la même chose en nous écoutant et on fera notre bilan tous ensemble à la fin du Tour de France, en sachant qu'après le Tour de France, il y aura les Jeux Olympiques et qu'on se retrouvera aussi pour une Vuelta, pour des championnats du monde, etc., etc. Merci beaucoup, Cyril Saugrin. On se retrouve très vite en Italie. Ciao! Eh oui, à très vite. Vendredi, on y est. En Italie avec Rodrigo Benkens, avec Gérard Bulens qui sera là avec nous aussi, Frédéric Amorizon. On se retrouve donc fin de semaine sur le sol de votre deuxième patrie, Gérard. À Rimini. À Rimini, la patrie aussi de Marco Pantani. À vendredi. À vendredi. Merci pour votre participation à ce podcast. Et Jérôme, on prend la route quasi en même temps. Longue route, mais on sera très heureux évidemment de se retrouver sur le sol italien pour vivre ce grand départ du Tour de France dans cette magnifique ville de Florence. La valise n'est pas encore tout à fait prête, mais on souhaite bon voyage. Merci pour votre participation. Elle est prête, la mienne. Ce garçon est quand même le plus organisé de nous tous. Je suis en retard aussi alors. Oui, n'oubliez pas les chaussettes, Cyril, même s'il fait chaud et que vous aimez les tongs, les chaussettes peuvent être utiles en altitude. Merci à toutes et à tous. Les rendez-vous, vous les connaissez évidemment. Le Tour de France sur la RTBF en télé, sur la typique d'abord, sur la une pour la suite des étapes chaque jour, en radio sur le DAB Viva Sport, DAB+, ou via Radio Player et toutes les arrivées en FM. Et puis un suivi quotidien sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Il y a le foot, il y a l'Euro, il y a les Jeux Olympiques dans la foulée, mais on vous promet une couverture très complète et pleine d'enthousiasme comme d'habitude du Tour de France sur les ondes de la RTBF. Merci à toutes et à tous, à très vite, et je remercie Simon et Thomas qui étaient à la technique aujourd'hui. Ciao!